Donc bonsoir à tous. Merci d'être venus malgré la chaleur d'une part, mais au moins ici on est au frais. Et puis dans une période où les vacances ont commencé pour bon nombre d'entre vous. J'ai un grand plaisir à être ici. D'abord pour contredire le Dauphiné Libéré qui m'annonce sur les plages en train de recueillir de l'argent pour Nicolas Sarkozy, pour ceux qui ont lu aujourd'hui. Alors en réalité, recueillir de l'argent pour Nicolas Sarkozy, oui. Sur les plages, c'est encore prématuré pour ce qui me concerne, et j'en suis la preuve au sens propre, vivante. Je ne suis pas parti, même si je n'ai pas assisté à la dernière réunion des SMTC, puisque j'étais pris à Mélan. Donc bonsoir, et je suis ravi d'être ici. Donc ce soir, nous allons avoir un débat sur un sujet majeur. Ce sujet majeur, ce sont les finances de la ville de Grenoble. Finances de la ville de Grenoble, sur lesquelles vous entendez et vous lisez beaucoup de choses. Encore aujourd'hui, Jérôme Safar donne quelques chiffres, tous faux, bien sûr, comme d'habitude, parce que la spécialité des socialistes, c'est de reconstruire l'histoire. Et ça, il faut leur reconnaître cette qualité. Ils ont un don particulier pour reconstruire l'histoire avec des thèmes qui les arrangent, avec des chiffres qui les arrangent. Et ce soir, grâce à Pierre de Villard, qui va venir me remplacer ici, nous allons avoir la vérité. La vérité sur les comptes et les finances de la ville de Grenoble. Pierre de Villard, qui est ancien conseiller général, ancien vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie, beaucoup d'autres choses encore, il le dira s'il le souhaite. Et je voudrais que vous l'applaudissiez maintenant qu'il va le remplacer. Merci Jean-Claude de cette présentation. Je vais peut-être rajouter deux choses, parce que ce soir je suis chargé de parler des finances, et des finances de la ville de Grenoble. Donc il vaut mieux quand même que je dise, j'ai été conseiller municipal aussi à Grenoble. Parler des finances, c'est pas très facile, quelle que soit l'assemblée, parce que ce sont des chiffres, et c'est souvent rébarbatif les chiffres. Il lasse très vite les gens. Donc je vais donc essayer d'aller vite, autant que faire se peut, et illustrer mes propos. Savoir gérer une entreprise n'est pas à elle seule une qualité suffisante pour être un bon gestionnaire d'une municipalité. Il y a dans la salle plusieurs chefs d'entreprise, et ils vont comprendre ce que je veux dire. Il y a bien d'autres facteurs, notamment politiques, que l'on apprend souvent à ses dépens. Cela ne veut pas dire que je ne soutiens pas l'initiative de tous les chefs d'entreprise qui acceptent d'aller au charbon. Il en faudrait beaucoup plus. Mais ils doivent s'inscrire dans la durée et faire preuve de modestie, car il leur faudra aussi faire leur place. Ils arrivent dans un monde nouveau, qu'ils ont trop longtemps délaissé et qu'ils doivent apprendre à côtoyer de l'intérieur, et ce n'est pas aussi facile qu'ils peuvent le croire. Je suis donc très modeste et souvent indulgent vis-à-vis de certains hommes politiques qui croient faire de leur mieux, mais parfois font des erreurs lourdes de conséquences. Je suis beaucoup moins indulgent. Par contre, lorsqu'il s'agit de vieux routiers qui ont participé à la gestion de leur ville pendant plus de 30 ans et qui, eux, prennent de mauvaises décisions dont ils connaissent les répercussions, mais dont la portée électorale l'emporte sur toutes les autres considérations. Monsieur Didier Migaud était à Grenoble il n'y a pas longtemps pour parler de l'évaluation des politiques publiques. Il a dressé un constat sévère. Le Dauphiné, d'ailleurs, parlait de ce constat. Mais on a l'impression que les élus découvrent l'eau chaude en découvrant l'évaluation des politiques publiques. Il y a longtemps que dans l'entreprise, on a appris à évaluer les résultats d'une décision. Si l'on fabrique un objet qui ne correspond pas à la demande et que l'évaluation n'est pas faite, l'entreprise ne résiste pas, en tout cas ne résiste pas longtemps, et la sanction est immédiate. C'est la faillite. Malheureusement, dans le secteur public, cela peut durer très longtemps. C'est l'art du trompe-l'œil. Le pouvoir actuel, au niveau national, nous en fait une brillante démonstration. Les finances d'un État ou d'une ville nécessitent, à mon sens, de se poser, avant toute décision, trois questions. Est-ce
indispensable, nécessaire ou superflu, d'où l'évaluation. Est-ce possible juridiquement, financièrement? Et enfin, est-ce juste? Nous allons voir qu'à Grenoble, l'on a oublié de se poser ces trois questions à une époque où seul l'indispensable devrait être envisagé. Quelles sont donc les répercussions sur les finances de la ville et sur les cochons payants que nous sommes tous les contribuables? C'est ce que nous allons voir en étudiant le budget des finances de la ville. En préparant ce topo, je me suis vite rendu compte qu'il était difficile de parler du budget de la ville sans dire un mot du budget de la métro, du Conseil général et de la région. Certains dossiers sont étroitement liés dans leur financement avec ces quatre organismes. Les quatre organismes, ça représente 2 741 milliards de dettes, non compris les budgets annexes et autres. Si l'on rajoute la dette du seul SNTC, 605 millions, cela porte la dette à 3 346 milliards, soit une somme de 4 465,52 € par habitant. Alors amusez-vous à faire le calcul. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est quand même la réalité. Et là-dedans, j'oublie pas, je ne mets pas des chiffres exprès parce qu'on n'y arriverait pas. Tous les budgets annexes, le GEG, tous les organismes qui dépendent, si on faisait un bilan consolidé, il faudrait les prendre, ils ne sont pas dedans. Si vous faites un calcul pour une famille de 2 enfants, ça vous fait 17 816 € pour cette famille de dette qu'elle a sur le dos. Ça veut dire quand elle part au travail le matin, le chef de famille sait qu'il a 170 € par mois environ pendant 10 ans à payer pour rembourser cette dette. J'ai fait le calcul sur 10 ans, on pourrait le faire sur 15 ans, on pourrait le faire sur 7 ans. 10 ans me paraît une moyenne par rapport à ce que font les collectivités. Si on ajoute, je me suis amusé à rajouter les dettes de l'État, ce qui est à peu près 1800 milliards de dettes de l'État. Ça change tout le temps, mais enfin, fixons-nous sur cette somme-là. Ça veut dire que la même famille qui a 2 enfants, elle doit 1200, il lui faudrait 1200, ça lui fait 145 000, je crois, euros à rembourser. Il faut qu'elle rembourse sur un prêt pour 10 ans, sur 10 ans, de 1200 € par mois. Donc il y a des gens ici qui ont une famille de 2 enfants, ils savent qu'avec l'État, ils doivent tous les mois payer 1200 € pour pouvoir rembourser la dette. Cela vous montre l'importance de ce que je disais en préambule. Vous pouvez éteindre ce tableau. Cela vous montre l'importance de ce que je disais en préambule. Nous ne sommes plus capables de nous offrir le superflu. Il ne nous reste que l'indispensable. Quand nous entendons que la métro continue à étudier un téléphérique pour aller dans le Vercors, ou participer au financement de je ne sais quoi comme une ferme pour élever des chèvres, parce qu'il a participé au financement d'une ferme, qu'on a présenté d'ailleurs à la télévision, qui est fort bien faite. Je me pose vraiment des questions. Est-ce indispensable, nécessaire ou superflu? Ou est-ce tout simplement le but d'une collectivité de financer ce genre de choses, qui a peut-être son utilité? Mais est-ce que c'est à la collectivité, à vous, à nous, d'aller financer une ferme qui élève des chèvres? Ce déferlement de chiffres vous montre comment nous, particuliers, qui réclamons toujours plus, et les politiques qui veulent plaire à leurs électeurs qui ont tendance à tout accorder, nous allons finir par nous retrouver dans une impossibilité de faire face au seul paiement des échéances de la dette. Quand l'on sait que la seule dette de la métro a progressé en 2012, et c'est Mathieu Chanussi qui l'a signalé souvent, de 1 000 € à l'heure, j'ai fait le calcul pour le département, très cher à notre ami Carignon. Savez-vous combien vous coûte à l'heure la dette, pas la dette, l'emprunt de 2012 du département? Ils ont beaucoup de chance, il n'y avait pas d'emprunt au département, donc ils sont en train un peu de charger. Mais cette année, ils ont emprunté 70 millions. Ça fait 8 000 € à l'heure. Ce qui veut dire que dans notre soirée ici, c'est fort sympathique, nous aurons dépassé plus de 20 000 €, nous aurons pris 20 000 € de plus d'emprunt sur le nez, simplement pendant notre conversation qui va durer environ 2 heures, 2 heures et demie. C'est vous dire l'importance que revêt les choix sur le problème des dettes.
je voudrais dire aussi que sur ces problèmes de dette, je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant des dettes toxiques qui coûtent très cher à la collectivité, suite à des erreurs de jugement que nous aurions peut-être faites d'ailleurs à cette époque-là. Je ne voudrais pas vous faire peur, mais la simple ménagère qui gère son budget sait très bien que si elle dépense plus qu'elle n'a gagné, elle aura un problème pour faire la soudure à la fin du mois. C'est pas plus bête, plus simple que ça. Ce sera enfin le moment que nous nous comportions comme une ménagère et que nous ne dépensions pas plus que nous ne pouvons. Voici 2 tableaux. Si on peut passer les suivants. 2 tableaux qui résument les grandes masses pour la ville de Grenoble et la métro. Je vous demande un peu d'attention car il n'est pas facile de rendre simple ce qui est compliqué. Accrochez-vous un petit peu. On ne voit pas grand-chose. Bon, on va essayer de vous expliquer. Alors, de toute façon, ces tableaux vous seront distribués à la sortie pour ceux que ça intéresse. Tous les tableaux que on vous a montrés ici vous seront présentés à la sortie pour ceux qui veulent le prendre. Mais je vais vous donner l'essentiel. Vous constaterez sur ce tableau que pour la ville de Grenoble, les dépenses de fonctionnement, le tableau 2, ont augmenté de 53,86% de 1994 à 2012. On m'a dit que M. Safar avait fait une grosse sortie sur le problème des comparaisons 94-2012. Il faudrait qu'il fasse un peu attention. Alors que la métro, entre-temps, a absorbé des dépenses qui existaient en 1994 et qui n'y sont plus en 2012, comme celle des ordures ménagères, par exemple. Ça fait des sommes considérables en moins. C'était facile de dire on a fait des économies, et si on a balancé du monde qu'on a mis ailleurs, et que nous payons sous une autre forme, que nous payons par la métro. Mais on ne peut pas, et c'est difficile sur le plan du calcul, de rajouter très exactement ce que coûte la métro et ce que coûte la ville. Les recettes de fonctionnement ont augmenté de 42,82% et on peut faire exactement les mêmes réflexions. La dette par habitant, ça c'est la dette, ce que j'appelle la dette réglementaire, qui est publiée à la suite d'un décret. C'est pour ça qu'on peut faire des comparaisons, est de 1 676 €. Mais cette dette de 1 676 € est intéressante à comparer à la moyenne nationale. Elle est de 55,18% au-dessus de la moyenne nationale. C'est ça qui est intéressant de savoir. Sur ce même tableau 2, nous apercevons qu'avec une dette supplémentaire de 39 millions, notre annuité de la dette a baissé de 43 millions à 33. Alors vous dites, ils sont forts ces socialistes, du moins en apparence. Ils sont forts, ils empruntent 39 millions de plus et ils remboursent moins. Il y a quelque chose qui se passe là, qui ne va pas. Alors je me suis amusé à faire quelques calculs. En effet, on s'aperçoit bien vite qu'entre 1994 et 2012, l'annuité de la dette, capital et intérêt, a baissé de 10 millions 88. Bon, il faudrait que vous fassiez le calcul rapide mental. C'est 23,19 moins 20. Non, 10 millions 88, oui, capital et intérêt. Et le remboursement du capital a été à peu près constant, 23,19 à 24,7. Il n'y a qu'un million d'écart. Si vous empruntez 39 et qu'il n'y a qu'un million d'écart, c'est qu'il y a un petit problème quelque part. Par contre, les taux d'intérêt ont baissé, eux, de 12 millions 29, c'est-à-dire les 8,53 que vous voyez sur le tableau, moins des 20,72. Et cela, les socialistes n'y sont pour rien, la baisse des intérêts. Ils auraient d'ailleurs pu faire beaucoup mieux s'ils n'avaient pas pris, écoutez bien ce chiffre, 30% de dette toxique dans la structure de la dette, qui nous fait courir des dangers importants pour nos intérêts à venir. Alors j'ai creusé un tout petit peu le problème. Je me suis dit, il y a quand même peut-être quelques cadavres dans le placard. Et je me suis aperçu que dans la structure de la dette, il y avait un certain nombre d'emprunts remboursables in fine, ou des obligations remboursables in fine. Ça veut dire que vous payez les intérêts, mettons, pendant 10 ans, et vous ne remboursez le capital qu'au bout de 10 ans. Ce qui veut dire que si ces messieurs ne passent pas, nous, dans 10 ans, il faudra bien le rembourser, ce capital. C'est ce qu'on appelle les emprunts in fine. Il y a quelques emprunts aussi sur 20 ans. Mais globalement, on ne peut pas dire que la dette ait été rallongée, ça a été stabilisé, mais
il y a des petits trucs comme ça. Et ce qui est le plus important, c'est le problème des taux d'intérêt qui peuvent s'envoler si jamais les problèmes de dette toxique ne sont pas réglés d'une manière ou d'une autre. Ce qui veut dire que si les taux d'intérêt avaient été aussi bas en 1994, la marge de net qui était négative serait devenue positive. Vous voyez que la dette en 1994, la marge nette était négative de 8,39 millions. Si les taux d'intérêt avaient été aussi bas, c'est-à-dire les 8,53 millions que vous voyez dans la colonne de droite, ça voudrait dire que la marge nette à l'époque était positive de 5,8 millions. Ce qui veut dire aussi que l'amélioration de la marge nette, dont les socialistes nous rabattent les oreilles depuis 18 ans, n'est que de 3,74 millions. Vous avouerez que sur un budget de fonctionnement de 280 millions, ce n'est pas si glorieux en 18 ans, surtout si on se rappelle les transferts à la métro dont j'ai parlé tout à l'heure. Je terminerai avec des dépenses de personnel qui ont augmenté de 64,6%, alors que là aussi, une partie a été prise par la métro. Nous avons ainsi 2902 postes, alors que nous en avons transféré beaucoup, ce qui fait pour avec la métro 3757 postes, non compris ceux des budgets annexes et organismes divers. En 1994, pour vous faire la comparaison, il y avait seulement 2871 et nous n'avions pas le métro, mais nous avions le CIEPAP, mais il n'y avait pas 2000 personnes. Voilà où nous en sommes. Mais je ne voudrais pas terminer sans parler de l'article du Point dont les candidats vont certainement parler du 20 juin qu'Alain Carignon m'a signalé, parce que j'étais dans ma retraite et je n'avais pas lu le Point, qui compare les palmarès de 38 villes de plus de 100 000 habitants. Même si vous pouvez éteindre le... Ouais, oui, c'est là. Il faut remonter parce que Grenoble est terminé. Oui. Même si certains de ces chiffres sont discutables, et je dois la vérité de dire que certains chiffres sont discutables parce que des additions qu'ils font, normalement, ne devraient pas se faire. Mais c'est le même calcul pour tout le monde. Donc, globalement, la comparaison est bonne, étant donné qu'il y a 5 paramètres, et ces 5 paramètres sont les mêmes pour tout le monde. C'est toutes les villes qui ont plus de 100 000 habitants, les 39 villes qui ont plus de 100 000 habitants. Sur 5 critères. Donc on remarque, je vais donner 3 points, 37e sur 39 pour la note générale, avec une ville ex-aequo, 29e sur 39 pour la dette par habitant, avec 3 ex-aequo, et 39e sur 39 pour les impôts locaux, avec 5 autres villes ex-aequo. Alors je ne sais pas ce que dit M. Safar dans son article, mais bon, je constate que la comparaison par rapport à 1994 ne me paraît pas forcément dans son avantage. Si ces chiffres ne vous ont pas saoulé, et je m'en excuse, permettez-moi de vous dire, après les constats et la critique, les 9 remèdes que je conseille aux 5 candidats. Premièrement, écoutez bien les 4 candidats, parce qu'il y en a un qui est parti en route. Premièrement, sauf inventaire, qui s'avérerait plus catastrophique que prévu, comme on dit, des cadavres dans le placard, je demande aux candidats de considérer qu'ils ne peuvent plus, écoutez bien ça, qu'ils ne peuvent plus ponctionner le contribuable. Ils doivent arrêter d'augmenter les impôts et faire des économies. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ils doivent donc se lancer dans la chasse à ces économies. Ça veut dire moins de charges de structure, frais de cérémonie, déplacement, nombre d'adjoints, chasser les économies service par service. C'est un travail très fastidieux, mais il faudra le faire. Troisièmement, ils doivent stabiliser la dette. Alors, si M. Safar était là, mais je l'ai stabilisé, puisque depuis l'année dernière, on a des chiffres qui sont stables et je n'ai pas augmenté la dette cette année. Oui, c'est très facile, mais quand on regarde dans le détail et qu'on fait des prêts in fine, moi aussi, je t'ai stabilisé la dette en faisant des prêts in fine.
Donc ils doivent stabiliser la dette, trouver des marges de manœuvre. Après les économies, revoir la structure de la dette, en particulier des prêts toxiques. 30% de prêts toxiques, ça fait beaucoup. Quatrièmement, alors là je vais faire sauter peut-être beaucoup de monde, revoir dans le détail si certaines choses ne peuvent pas être privatisées. Cinquièmement, revoir complètement le portefeuille immobilier de la ville et vendre ce qui n'est pas indispensable. Sixièmement, rendre plus dynamique la future gestion de la ville en sensibilisant les élus et le personnel à la notion d'une certaine rentabilité. Ça ne veut pas dire qu'on va marcher comme une entreprise, mais tout de même, certains services pourraient être rendus moyennant rétribution, c'est ce qui est fait à la Chambre de commerce. D'autres idées pourraient être entreprises, comme la commercialisation de l'eau de Grenoble, qui avait été initiée du temps de M. Carignan, l'eau de Grenoble en bouteille, en collaboration avec le privé. M. Dubedout, avait eu l'idée de mettre de l'eau de Grenoble en carafe en mettant eau de Grenoble. Et les restaurateurs s'étaient très vite aperçus qu'ils ne vendaient plus de Vittel, et on avait enlevé l'eau de Grenoble qui était gratuite, et pour pouvoir vendre quelques bouteilles de Vittel, puisque l'idée était bonne, mais si elle n'était pas gratuite. Donc moi je propose qu'on la mette en bouteille. Et il y a une étude très sérieuse qui avait été faite et qui était pratiquement à la limite d'aboutir. Septièmement, revoir, ça c'est très important, revoir complètement l'attribution des subventions diverses et variées. Actuellement, 21 millions pour la ville de Grenoble, 37 millions pour la métro, ça fait 58 millions qui sont distribués à des associations diverses et variées. Huitièmement, peser et repeser les décisions quand elles entraînent de nouvelles dépenses. Ces règles devraient aussi s'appliquer à la métro, ce qui nécessite que la majorité municipale soit la même pour la ville et la métro, sinon nous courons à la catastrophe. Et enfin, neuvièmement, après avoir ainsi dégagé des marges de manœuvre, s'attaquer le plus vite possible au fléau de notre ville, la sécurité et la circulation. La sécurité, c'est d'ailleurs intéressant, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, je ne sais pas depuis quand elle était dans ma boîte aux lettres, une lettre de M. Desto, reprenant les idées qui ont été données pendant la primaire, c'est-à-dire d'armer la police, de développer la police, et puis de mettre des caméras. Et il nous a écoutés, c'est bien. Et deuxièmement, c'est la circulation et le désenclavement. Alors ça, la réalisation du tunnel sur la Bastille, qui me paraît indispensable, et le contournement de Grenoble, moi je dis, il ne faut pas que ce soit à la charge du contribuable, c'est à la charge de l'utilisateur, donc une concession. Idem pour le désenclavement de l'A51, par concession, il y a déjà des preneurs. Et j'ai terminé, Président, qui me fait des gros yeux. En résumé et en conclusion, je voudrais demander aux candidats de prendre ce soir 4 engagements. 4 engagements. Premièrement, de mieux gérer notre ville. Deuxièmement, de ne pas gaspiller. Troisièmement, de se limiter à l'indispensable. Et quatrièmement, enfin, de s'arrêter de prendre des Grenoblois pour des perdants. Je voudrais terminer cet exposé qui a été un peu long, je m'excuse, Monsieur le Président, mais les chiffres... Je voudrais rappeler ce que disait Michel Audiard. Il disait « Le jour est proche où nous n'aurons plus que l'impôt sur les eaux ». Merci de votre attention.